Si vous souhaitez un résumé de l'actualité africaine, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans l'Afrique, dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat et surtout qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Comme chaque semaine, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin d'aller dénicher les sujets qui ont fait débat. 3 sujets seront débattus ici sur le plateau de votre émission. Premier sujet, Mali, la transition est-elle encore porteuse d'espoir ou révèle-t-elle un début de désenchantement populaire? Bonne question. On continue avec la présidentielle 2025 qui continue à faire couler de l'encre. 2025, Tcham exclu mais réélu. Stratégie d'opposition ou impasse politique? Et enfin, réparation, souveraineté et sécurité. L'Union africaine peut-elle réellement défendre les intérêts du continent en 2025? Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous allons aborder ici même sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Bien sûr, avec un invité. Bienvenue à vous, monsieur Rahim Atoumane. Vous êtes représentant résident de l'Agence africaine de coopération auprès du gouvernement de l'Union des Comores et candidat au poste d'envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine. Bienvenue. Okay. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous avoir. En face de vous, nous avons monsieur Babadem. Vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et puis bonjour à tous nos co-panélistes et aux spectateurs. Merci beaucoup, Baba. Et on continue avec Dr Kamara. Vous êtes économiste et maître de conférences. Bonjour Aïssa, bonjour Baba, bonjour l'invité, bonjour aux téléspectateurs et aux commentateurs. Et donc, toujours ravi de partager ce moment sur l'actualité africaine. Et comme Aïssa vous l'avez annoncé, ma chronique va porter sur la suite de la saga judiciaire à laquelle est confronté Tidjane Thiam. Et ensuite, on va faire un bilan rapide de l'Union africaine et notamment voir si les nouvelles perspectives permettent d'espérer quelque chose de bien pour le continent. En tout cas, on l'espère et on va en parler ici sur le plateau, mesdames et messieurs. On démarre tout de suite avec le premier sujet, destination le Mali. La transition est-elle encore porteuse d'espoir ou révèle-t-elle un début de désenchantement populaire? Baba, on vous pose la question. On regarde la vidéo et puis on revient. Au Mali, les partis politiques ont été dissous en même temps que les organisations à caractère politique. Cette décision intervient 24 heures après le vote au Conseil national de transition des lois portant sur la charte des partis politiques et celle sur le statut de l'opposition. Cette décision va désormais interdire toutes les actions et réunions des partis politiques et des organisations visées sur toute l'étendue du territoire national. Selon Mamani Nassiri, le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral, cette décision va permettre de lever des blocus et permettre de travailler sereinement autour d'une future loi qui va désormais encadrer la vie des partis politiques. Dans la foulée, il a été annoncé la présentation le vendredi 16 mai prochain du plan d'action gouvernemental du Premier ministre, le général de corps d'armée, Abdoulaye Maïga. De retour sur le plateau, on vous écoute, monsieur Dem. Oui, alors on en parle surtout de la dissolution des partis politiques au Mali. Donc la scène politique malienne a été bouleversée le 13 mai 2025 lorsque les autorités ont dissous par décret présidentiel l'ensemble des partis politiques et organisations à caractère politique interdisant toute activité ou réunion politique sur l'ensemble du territoire. Cette décision marque un tournant historique pour un pays qui compte près de 300 partis. Alors, on va voir les éléments, 3 éléments à venir. Donc, le premier, c'est un coup d'arrêt brutal au pluralisme politique. La dissolution met fin à plus de 3 décennies de multipartisme au Mali. La charte des partis garantissant leur existence et leur fonctionnement a été abrogée. Cette mesure est justifiée par les autorités comme une nécessité pour préserver l'ordre public et rationaliser un paysage politique jugé trop fragmenté. Le deuxième élément qu'on peut mettre en valeur ici, les conséquences majeures sur la démocratie et la cohésion nationale. Pour certains observateurs, cette décision fragilise la démocratie malienne et prive les citoyens de leur voix politique. Le pluralisme essentiel à la représentation et au débat public disparaît alors que le Mali fait face à d'importants défis sécuritaires et sociaux. Et troisième élément, un débat sur l'avenir politique et institutionnel du pays. Si le pouvoir affirme vouloir réformer en profondeur le système politique pour répondre aux attentes du peuple, la société civile, l'opposition et certaines de la communauté internationale s'interrogent sur la suite.
Faut-il reconstruire un nouveau système partisan plus restreint et efficace ou restaurer le pluralisme pour garantir les libertés fondamentales? Donc il y a vraiment un arbitrage à faire et c'est ce qu'on peut soulever de cette actualité. Merci beaucoup Babadem. Alors on va commencer tout de suite avec une question qui, je pense, est capitale, à savoir, est-ce que vous considérez que la transition bénéficie toujours d'un soutien populaire? Ça commence par là déjà. Je pose la question à vous. Je pense qu'il faut rappeler l'histoire du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu un coup de force qu'on qualifie de coup d'État au Mali pour pouvoir arrêter ce qui se passait actuellement. L'objectif de la junte, elle l'a dit lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, c'est la sécurité. Les autorités, voilà, ont dit qu'aujourd'hui, elles prenaient le pouvoir pour restaurer la sécurité au Mali. Donc, c'est leur objectif. Pas leur unique, mais c'est leur plus grand objectif. Donc, aujourd'hui, on peut penser que toutes les décisions qui sont prises dans cette direction. Donc, quand on dit qu'ils veulent arrêter, un décret est sorti pour pouvoir... moi, je ne dirais pas que c'est la fin du multipartisme. Je dirais simplement qu'ils veulent réorganiser. Réorganiser, pour réorganiser, il faut arrêter. On parle de 300 partis. Même si la population malienne est assez nombreuse, on parle de plusieurs millions de personnes. 300 partis, ils ont considéré que c'était beaucoup, que ça pouvait atteindre à l'ordre public, et eux sont venus au pouvoir pour apporter la sécurité. Donc moi je dirais qu'ils sont toujours dans la même trame qu'ils ont décidé de prendre lorsqu'ils ont dit qu'ils prenaient leurs responsabilités. Et que donc pour vous, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, une loi abroge donc... C'est dans la continuité de ceux qui sont venus faire, pour moi. Est-ce qu'il y a un soutien populaire à voir en fonction des canaux de communication, parce que beaucoup se sont empressés de prendre les mobilisations qu'il y a eu lorsqu'il y a eu la fin des partis politiques, mais en réalité sur le terrain, qu'en est-il? En tout cas, c'était très flagrant pendant longtemps, pendant de longs mois, que la transition bénéficiait d'un véritable soutien populaire. Aujourd'hui, Baba, est-ce que vous considérez que la transition a toujours ce soutien-là et toujours mise en exergue par donc, les citoyens maliens? Oui, tout à fait. Ils ont toujours le soutien populaire. En fait, le soutien populaire, moi, je le mesure surtout à des manifestations, par exemple. Face à la volonté populaire d'un peuple qui est vraiment en désaccord avec son régime, vous le verrez sur le terrain. Et il n'y a jamais eu, en tout cas même dans l'histoire, on peut reprendre l'histoire malienne, dès qu'il fallait un changement ou un désaccord avec le régime, le peuple est sorti. Et le peuple a, on peut dire même, renversé certains régimes pour mettre fin à leur, entre guillemets, soit dérive, soit autre chose. Donc, pour moi, ceux qui sont en train de s'agiter généralement sont plus les intellectuels ou bien les gens des partis politiques. Mais d'autant plus que cette dissolution, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui était attendu. En 2021, il y avait les assises qu'ils appellent l'ANR. Ils parlaient de cette... il fallait faire ça. C'est-à-dire il fallait faire quoi? Il fallait dissoudre les partis politiques. Pourquoi exactement? On a besoin de comprendre. Pour réformer. Et c'est bien ça. Quand on dit dissoudre, parce que souvent dans la communication, il y a de la manipulation. Ils disent on dissout, c'est la fin du multipartisme. Et pourtant, non. On dit on dissout pour faire une réforme et il y aura effectivement des explications qui vont venir. Et ça, tout le monde est d'accord qu'on veut mettre fin à des partis politiques de cabines téléphoniques, ce qui veut dire papa, maman et enfant, ou ceux qui sont là juste pour échanger au lieu de parler des intérêts des Maliens. Et dernière chose par rapport à ça, 300 partis, il le disait, 300 partis, on en a marre sur une période électorale, de 2 périodes électorales sur 5 ans, d'être pollués médiatiquement que par des discours médiatiques à la télévision de politique. On parle que de politique au lieu de nous parler des priorités comme la santé, etc. Donc si on réduit ce nombre, aller sur quelques courants de pensée, je pense que ça serait bénéfique et pour le développement du Mali et pour même la résolution. Dernière chose, par rapport à la situation sécuritaire, moi je ne comprends pas, il faut une unicité de commandement pour résoudre la solution et une union sacrée contre, par exemple, le terrorisme ou les défis à attendre. Et c'est ce qu'on demande. Donc, laisser des partis politiques parler de tout et de rien qui sont là à diviser les personnes, le contexte ne s'y prête pas. L'heure est à l'union. L'heure est à l'union. Alors moi, je vais prendre un message d'un téléspectateur. Donc, il y a 390 partis politiques, donc il a été jusqu'à 390. Au Mali, la décision est plus que raisonnable. Il ne faut pas abuser. Vous en pensez quoi, vous, docteur Camara? Est-ce qu'il y a peut-être un juste milieu? Est-ce qu'il faut être clair et finalement, on est d'accord avec ces dissolutions pour le bien du Mali, pour la prospérité du Mali? Alors, donc, Aïssa, donc, plusieurs choses. Évidemment, je pense que dans le cas du Mali, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la séquence aurait dû être un petit peu inversée. Donc, je m'explique.
tous les Maliens ont été d'accord que le Mali connaît une situation de crise institutionnelle, multidimensionnelle, donc avec tout ce qui s'est passé. Donc tous les Maliens étaient d'accord qu'on reforme les institutions, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Tous les Maliens ont soutenu la transition, notamment dans son projet de faire en sorte que le pays se stabilise, qu'il y ait de la sécurité, y compris les hommes politiques maliens dans leur grande majorité. Alors, donc, si j'ai dit que la séquence aurait dû être inversée, ce qui s'est passé au Niger et au Burkina Faso, c'est quoi? C'est qu'on a d'abord fait les assises nationales. Il y a des décisions qui sont sorties de ces assises qui ont été appliquées tout de suite. Dans le cas du Mali, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des assises nationales en 2021. Et dans ces assises, beaucoup de gens ont demandé à ce que les institutions soient réformées, qu'on rationalise davantage les partis politiques, donc en réduisant leur nombre et en faisant en sorte qu'on est d'accord, Baba, qu'il y ait des partis politiques qui représentent réellement des citoyens et non des cabines téléphoniques, comme Baba l'a affirmé tout à l'heure. Donc tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord, sauf que dans la foulée, ces réformes n'ont pas été mises en œuvre. Ensuite, il y a eu un dialogue intermalien en 2024 où on n'a pas parlé de la question des partis politiques, mais on a plutôt remis en cause en ce moment-là l'accord d'Alger qui était aussi rejeté par une majorité des Maliens, y compris par des responsables politiques. Et c'est après coup. Donc, on a fait voter une constitution en 2023. Et dans cette constitution, on reconnaît le multipartisme intégral. D'ailleurs, c'est sanctuarisé. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été sanctuarisés dans le référendum, dans le projet de constitution donc, qui a été promulgué en 2023 par la transition. Donc, les Maliens, la société politique malienne... dissoudre les partis politiques veut dire on ne reconnaît pas les partis politiques? Oui, mais ça aurait dû se faire avant qu'il y ait une nouvelle constitution. Baba le disait plus tôt, c'est-à-dire dissoudre veut dire repartir avec sur... on aurait dû le faire, Aïcha. Déjà, on aurait dû le faire peut-être avant qu'une nouvelle constitution qui entérine le multipartisme intégral ne soit votée. Bon, maintenant, ça a été voté. Mais la société politique malienne a quand même accepté l'idée que même après coup, ils sont d'accord qu'on rationalise les partis politiques. Donc, on l'a dit ici, les partis politiques eux-mêmes, ils avaient organisé une concertation entre eux. Ils ont fait des propositions donc, au ministre qui est en charge de la réforme des institutions. Sauf qu'au lieu d'avoir un retour par rapport à leurs propositions, ils ont appris comme tout le monde qu'une consultation des forces vives était enclenchée. Donc, ce qui s'est produit fin avril. Et lors de cette consultation, il n'a pas été seulement question de la relecture de la charte des partis politiques. Il a été surtout question de donner, de désigner Assimi Goïta comme président pour 5 ans renouvelable, alors que il n'y a pas eu la société politique n'avait pas été concertée là-dessus. Donc ça a aussi été un problème. Donc beaucoup de politiciens ont vu ça comme une façon de pérenniser la transition, alors qu'on se rappelle, on a discuté ici, y compris de la sortie de Choguel Maïga, qui avait été un des hommes politiques qui a le plus coopéré avec la transition jusqu'à sa sortie tout récemment. Et donc les gens, à juste titre, sont obligés d'être inquiets en disant de cette dissolution des partis politiques au Mali, donc ça veut dire il va sortir... Ils sont plus... Qu'est-ce qui les met en rogne, entre guillemets, les partis politiques? C'est quoi? C'est la dissolution des partis politiques ou c'est la possibilité de nomination du président? Alors c'est quoi le problème? C'est la dissolution des partis politiques faite de manière autoritaire, sans associer les partis politiques. D'ailleurs, justement, le ministre l'a encore annoncé le 14 mai en disant ils vont essayer de faire une consultation inclusive, mais sans les partis politiques. Le fait de dissoudre aujourd'hui les partis politiques, alors ils disent que c'est pour une question d'ordre public, etc., et que les gens n'ont plus le droit de se réclamer de leur parti politique. Par exemple, les gens qui représentent leur parti politique dans les institutions peuvent continuer leur mission, mais ils ne peuvent plus se réclamer de leur parti politique. Donc si maintenant on a une nouvelle concertation pour redéfinir un nouveau pacte, une nouvelle charte pour qu'il y ait des nouveaux critères pour les partis politiques, avec qui on va faire cette consultation? On ne peut pas exclure des gens, alors je ne dirais pas dont la profession est de faire de la politique. Mais la question ne se pose plus, il n'y a plus de parti politique, tout le monde est civil, donc finalement alors, justement, quelle personnalité? Alors, donc nous, ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, c'est sur quels critères les personnalités qui vont être consultées, qui vont être incluses dans cette concertation, sur quels critères vont-ils être choisis? Voilà, surtout c'est que voilà, surtout c'est que on va donner la parole
Voilà. Vous en pensez quoi pour le coup? Quelle pourrait être la suite? Vous considérez qu'on est dans un environnement spécial, donc environnement spécial, décision, on va dire spécifique, et qui peuvent expliquer éventuellement donc cette dissolution. Et c'est important de le dire parce que, comme Baba le disait, il y a ce soutien donc populaire qui semble être plutôt vrai. D'autres considèrent que non, d'autres considèrent que non, c'est de la manipulation. La répression aussi. Les gens ont beaucoup peur aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui auraient bien voulu se mobiliser. Non, mais en fait, il y a deux choses. Pour revenir sur ce point, il y a deux choses, Baba. C'est qu'il y a à la fois le côté crainte d'être réprimé qui dissuade certains, mais il y a aussi, et notamment les hommes politiques, la responsabilité. C'est vrai que tout le monde est conscient de la situation du Mali aujourd'hui, et les gens ne veulent pas aussi que le Mali aille dans une crise encore plus profonde. Donc, justement, c'est pour ça que les partis politiques... Est-ce que vous pensez que le Mali pourrait aller dans une crise plus profonde et qu'il peut y avoir une scission entre les Maliens? Oui, en tout cas, pour l'instant, les partis politiques se sont montrés très responsables. La marche qu'ils avaient prévue a été annulée. La déclaration qu'ils devaient faire a été annulée parce que justement, il y a des gens qui ont montré, qui ont souhaité qu'il y ait une confrontation avec, soi-disant, certains partisans de la transition. Je ne pense pas que la transition elle-même souhaite cela, qu'il y ait une confrontation entre Maliens, bien au contraire. Mais voilà, sachant qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à créer l'affrontement, les partis politiques, ils ont été assez responsables. Et il faut faire attention, on espère que ça va continuer. Je reviens vers vous, monsieur Atoumane. Alors, comme je le disais plus tôt, certains brandissent le fait que le Mali est un pays en guerre. Et dans un pays en guerre, on n'a pas le temps d'être sur différents fronts, à savoir le front débat politique, alors que la priorité, c'est de sécuriser le territoire. C'est un des arguments qui est souvent brandi. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche du Mali, c'est la paix. La paix. Lorsqu'on se focalise sur la paix, est-ce qu'on a le temps de s'occuper de la politique? Mais est-ce que la politique, on doit totalement la supprimer? Non. Mais moi, ce que je vois dans la démarche de la transition au pouvoir, c'est uniquement une refonte. Donc pour une refonte, il faut poser les cartes sur table et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et on considère que 390 partis politiques, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc lorsque ça ne fonctionne pas, on dissout et on va recréer. Sur la base de quoi? La question, c'est qu'est-ce qu'un parti politique? Moi, je pense que c'est ça la réelle question. Qu'est-ce qu'un parti politique? Comment on définit un parti politique? Donc pour vous, la situation actuellement du Mali ne vous alerte pas, ne vous inquiète pas? Au contraire, elle ne m'inquiète pas plus. Je pense et je trouve, et on verra mes copanélistes qu'est-ce qu'ils en diront, mais je pense qu'elle est sous contrôle. Il y a du chuchotement, il y a des choses qui bougent puisqu'il y a des actions qui sont faites. S'il n'y avait aucune action de la transition, ça m'inquiéterait. Au moment où ils font des actions, qu'il y a un peu de chahutement, c'est normal. Mais pour moi, la situation, elle est sous contrôle. Il faudrait voir aujourd'hui la suite. Donc, quels sont les critères qui vont être apposés? Est-ce que les critères sont justes? Est-ce que les Maliens vont pouvoir s'exprimer à travers ces critères-là? Et qu'est-ce que ça va donner? Mais au lieu de s'alerter uniquement aujourd'hui et de dire ce n'est pas bien, etc., voyons ce que la transition continue de faire et ce qu'elle propose et voyons les résultats qu'elle a donnés depuis. Depuis qu'elle est au pouvoir, il y a quand même de bons résultats au niveau sécuritaire. On n'est pas arrivé au bout, entre l'alliance avec l'AES et l'alliance avec les deux États qui font partie de l'AES, il y a du bon mouvement. Il y a des choses qui se passent qui sont assez bien. On attend bien évidemment que la paix règne au Sahel. Et moi, je pense que c'est une bonne décision et la situation est sous contrôle. Baba, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pouvez comprendre les inquiétudes de certains, à savoir on a peur d'être muselé, on a peur de ne plus pouvoir s'exprimer, on a peur de ne plus être dans un pays démocratique où chaque frange de la population peut s'exprimer. Vous en pensez quoi et vous leur dites quoi? Moi, personnellement, je n'ai pas entendu les autorités dire on fait une dissolution et c'est terminé les partis politiques comme un peu en Corée du Nord et on a un parti unique. Moi, je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu qu'effectivement, il y a la dissolution et ils vont faire une réforme par rapport à une loi pour refonder ce que tout le monde est d'accord, et j'entendais même le professeur le dire, qui sont d'accord pour refonder ou refaire le paysage politique. Donc à partir de là, tous ceux qui parlent, par exemple, ceux qui réagissent sur les médias, forcément, c'est des personnes qui appartiennent à ces partis politiques. Quand on dit dissous, ils avaient leur petit côté président, parce que des gens, ils créent des partis, je suis président, ils appellent même le chef d'État, mon collègue. Est-ce que c'est pas un peu caricatural? Oui, en fait, c'est juste pour vous dire, que c'est cette politique qu'on ne veut plus voir. Et autre chose, quand on dit dissolution des partis, les partis historiques n'ont rien à craindre.
Parce que forcément, ils auront des éléments et ils vont faire les critères. Donc, tous ceux qui craignent et qui parlent sont des partis qui vont aller de la 10e place à la 499e place. Mais après, il faut être représentatif du peuple. Ça va leur permettre de retravailler. Et je considère que dans un parti politique, si vous ne représentez pas 1% du fichier électoral, c'est que vous n'êtes pas un parti politique. Oui. Docteur Camara, vous avez parlé des partis politiques plus tôt. Est-ce qu'aujourd'hui la situation sécuritaire du Mali permet des élections? Parce que vous avez pointé du doigt le fait qu'il y ait donc cette élection entre guillemets imposée du président Assimi Goïta renouvelable. Est-ce qu'aujourd'hui finalement on n'a peut-être pas le choix de continuer avec le président de la transition parce que la situation du pays n'est pas stabilisée pour pouvoir organiser des élections inclusives? Oui. Alors, Aïssa, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a discuté du départ de Choguel Maïga, donc du gouvernement de la transition, donc j'avais dit et je redis ici que les hommes politiques maliens, dans leur grande majorité, aujourd'hui, n'ont pas exigé des élections aujourd'hui, coûte que coûte, dans n'importe quelle condition. Donc tout le monde comprend bien la situation sécuritaire du Mali. Tout le monde se dit qu'il faut d'abord stabiliser le pays. D'ailleurs, quand il y a eu les sanctions de la CEDEAO contre la transition, tous les partis politiques ont été quasi unanimes pour soutenir la souveraineté du pays, pour soutenir la transition. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Et d'ailleurs, personne ne réclame aujourd'hui. Il n'y a pas eu cette décision de dissoudre les partis parce que les partis politiques étaient en train d'organiser le désordre, étaient en train de descendre dans la rue pour exiger le départ de Assimi ou d'exiger par exemple des élections tout de suite. Personne ne s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que les gens ne comprennent pas trop la séquence. Et ils sont d'accord que s'il doit y avoir révision de la charte des partis politiques, que les partis politiques doivent être inclus dedans. D'ailleurs, c'est ce que les hommes politiques maliens demandent, et c'est que beaucoup de Maliens demandent, c'est que la transition, si elle doit se poursuivre dans la durée, parce que les conditions de sécurité l'exigent, que ce soit fait de manière concertée, de manière consensuelle, qu'on concerte toutes les forces. Donc là, les partis politiques se sont sentis exclus, non seulement lorsqu'il y a eu le dialogue intermalien, et cette fois-ci, lorsqu'il y a eu la consultation des forces vives. Et les partis politiques, je suis désolé, Baba, les partis politiques, c'est aussi des citoyens maliens, c'est aussi des Maliens. Les forces vives qui ont été consultées ne sont pas plus maliens que les hommes politiques. Mais oui. Des Maliens. Alors, justement, la question de cette représentativité, elle s'est posée. D'ailleurs, quand les partis politiques n'étaient pas pour cette concertation qui a eu lieu, en disant c'est pas bon pour le budget national parce que organiser un tel événement, c'est de dépenser de l'argent alors qu'on a des priorités aujourd'hui qui ne sont pas de dépenser de l'argent pour ce type de concertation. Et deux, mais les gens qui ont représenté leur commune, qui ont représenté leur secte, on ne sait pas trop sur quelle base ils ont été choisis. Il y a eu à peu près 400 personnes, un peu plus de 400 personnes qui se sont réunies dans une salle et qui ont dit, ben voilà, nous, Force Vive, voilà ce qu'on propose. On propose de prolonger le mandat de Assimi de 5 ans renouvelable. Personne n'a rien dit. On propose que les partis politiques soient dissous et qu'on arrête de financer publiquement. Vous remettez en cause cette consultation. C'est la manière dont les choses ont été organisées. C'est ce qui a un peu heurté certains citoyens maliens. C'était pas assez représentatif de la société malienne. Exactement. Baba, vous souhaitiez intervenir? Non, juste parce qu'il parlait de Choguel Maïga. On se souvient que ce que Choguel Maïga avait dit et qu'il reprochait, c'était la multiplication de nouveaux partis politiques en soutien de l'État. C'est ce qu'il avait reproché à un moment donné. Donc, quelque part, la dissolution arrange aussi bien de l'un ou de l'autre. Donc, juste pour rajouter ça. Et deuxième chose, on dit que les partis politiques, en tout cas de ce qu'on dit, c'est que certains partis politiques sont les relais de certains déstabilisateurs. Donc ils ont aussi... Certaines déstabilisations sont passées par les partis politiques pour tenter quelque chose. Donc l'un dans l'autre, moi je pense que dissolution et on repart sur de nouvelles bases. Monsieur Atoumane, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que beaucoup, enfin en tout cas il y a une partie de la population qui souhaite des élections donc, au Mali, qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel pour X raisons, des raisons valables aussi. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui Assimi Goïta, donc le président actuel du Mali, est assez populaire pour remporter cette élection-là? Et pourquoi pas aller aux élections et la remporter? Parce que s'il est populaire, comme on a pu le dire ici sur le plateau.
Aussi. Bon, je pense déjà il faudrait revoir au niveau des candidatures comment ça va se passer. Est-ce qu'on va exclure les militaires, est-ce qu'on va les inclure, etc. En tout cas, dans la Constitution, pour l'instant, rien. Voilà, est-ce qu'il y aura un n'oblige changement l'exclusion. par rapport à cela? Parce que forcément, on aura de l'opposition qui vont dire si Assimi est toujours là, Assimi Goïta, s'il se présente, il sera président, donc ça ne sert à rien que l'on se présente, etc. Donc à voir est-ce qu'il y aura un changement. Après, moi je reviens toujours à la base. Pourquoi il y a eu ce coup de force? C'est parce qu'il y en avait besoin de sécurité. Le Mali et tous les Africains qui se sont concernés avaient besoin de sécurité. Donc si le président Assimi Goïta continue le travail qu'il fait actuellement, et qu'il continue d'avoir la population derrière lui, et qu'il soit élu, qu'on arrête d'avoir toujours ce carcan démocratique qui dit que celui qui a fait un coup de force ne peut pas être président. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas au Mali, c'est-à-dire qu'on peut Tout à avoir fait. fait ce coup de force Voilà, et se être présenter président. aux élections en Donc enlevant, bien sûr, s'il n'y a aucun changement, la veste du et s'il militaire. est élu président, eh ben, il sera président. Et c'est pour ça que finalement on fait un peu le grand écart, c'est-à-dire qu'on Oui. ne sait pas, certains veulent des élections, d'autres veulent des élections mais sans Assimi Goïta, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour satisfaire tous les Maliens? Tous les Maliens. Alors, donc, Aïssa, justement, c'est pour ça que c'est ce qui est un petit peu paradoxal, parce que la popularité de Assimi Goïta est une vraie popularité, en tout cas jusqu'à tout récemment. Et encore il y a 2 ans, il y a même 1 an, Assimi Goïta, si vraiment c'était ça son intention, si c'était présenté, je pense que unanimement, y compris beaucoup de gens de la classe politique malienne, l'auraient soutenu pour pouvoir justement continuer ces projets. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il n'y a rien qui empêche aujourd'hui Assimi Goïta de laisser son costume de général et de se présenter, et il sait que il aura la confiance de la majorité des Maliens. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas en disant, s'il était aujourd'hui un dirigeant impopulaire, un dirigeant qui ne sait pas où aller, etc. Mais et si les Maliens les partis politiques avaient exigé coûte que coûte des élections, oui, on aurait pu comprendre une telle décision. Finalement, ça confirme l'argument sur le fait que la situation est n'est pas sécurisée assez stabilisée pour pouvoir organiser des Oui. La solution, la situation inclusives. prévaut. Oui. La situation prévaut. Mais les partis politiques, c'est pas ça qu'ils réclament. Les partis politiques ne réclament pas le départ d'Assimi. D'ailleurs, justement, le reproche que Choguel faisait, c'est qu'il n'y a plus de chronogramme par rapport à des élections, alors que lui, il pense qu'il fallait qu'il y ait un programme, un chronogramme. Mais les hommes politiques maliens, dans leur majorité, j'ai dit dans leur majorité, n'ont pas du tout exigé de chronogramme, n'ont pas dit, mais voilà, tout le monde comprend la situation sécuritaire du Mali aujourd'hui. Malheureusement, les choses ne se sont pas stabilisées, et l'insécurité n'est pas qu'au nord, c'est aussi au centre du Mali et même à l'ouest du Mali. Donc tout le monde est conscient. Donc on ne peut pas organiser des élections pour l'instant. Oui, mais on peut. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'inclure des citoyens maliens engagés politiquement dans la gestion du pays, y compris, Donc ça veut et dire quoi, ceci se n'est concrètement? dépassé par les élections? Excusez-moi, monsieur Camara, on a besoin de comprendre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on ne fait pas d'élections parce que le pays n'est pas stabilisé. Voilà. Ça sera des élections non inclusives. Et finalement, ça pourrait amener encore une fois vers des contestations. Voilà. Donc Oui. pour vous, en tout cas, on ne fait pas d'élections. Donc ça veut dire que le président qui est là actuellement devra rester président. Mais ce que vous souhaitez, ce que vous dites là, c'est effectivement le président reste président, mais on inclut Voilà, de manière... on inclut les hommes politiques, les partis politiques, enfin qui ne sont plus là, mais on inclut des personnalités politiques qui ont une expérience, qui ont l'amour de leur pays, qui peuvent apporter des choses. Il y a des tas de Maliens du Mali, de l'intérieur comme de la diaspora, qui peuvent apporter beaucoup de choses au Mali. Ce que beaucoup de Maliens ont attendu de la transition, c'est d'être une transition beaucoup plus inclusive, Mais parce que qu'est-ce beaucoup de vous Maliens reprochez au ne gouvernement demandent actuel d'être un petit peu un Ce qui- gouvernement perçu dans lequel il y a différents un gouvernement un personnalités petit de peu, différents partis mais politiques. partisan, un peu partisan, parce que justement, ce qui a un peu surpris les gens, quand Choguel est parti, on a eu l'impression que le politique est un peu plus parti et qu'on on se retrouve avec un gouvernement qui est Militarisé. très militarisé et que Quel est la plupart des l'objectif postes aujourd'hui clés aujourd'hui sont occupés, en tout cas c'est ce qui se dit, par des officiers. Monsieur Et Atoumane, donc ça ne vous dérange pas pose un d'avoir problème. aujourd'hui, dans l'état actuel du Mali, d'avoir une sorte de gouvernement Pas du d'autorité tout. Pour moi, militarisée. Assimi Goïta, le général Assimi Goïta est en mission. Est-ce qu'il a fini sa mission? Avant qu'on parle de politique, avant qu'on parle d'élections, est-ce qu'il a fini sa mission? Est-ce que le Mali est sécurisé? Non. Pour moi, il faudrait toujours qu'on revienne à la base. La base, c'est la sécurité. Le président est au pouvoir pour cela. Il a mis en place son gouvernement pour continuer au niveau de la sécurité. Il n'a pas fini sa mission. Oui, mais Donc, pourquoi parler d'élections? Pourquoi aller sur un autre sujet alors que le sujet principal, c'est la sécurité? oui, Et mais pour maintenant, rajouter une dernière chose, pour terminer, la sécurité, ce n'est pas que harmoniser avec l'AES. la solution de Également. la solution à la sécurité, ce n'est pas que la solution militaire.
c'est justement beaucoup de gens disent ça, il y a aussi l'aspect politique. Donc pour qu'il y ait on n'a pas vu l'échec de la politique dans le précédent, il faut qu'il y ait une réconciliation. Mandature, on a vu que la politique ne pouvait pas apporter de sécurité, et c'est pour ça que le coup de force a permis de non, voir c'est pas de dire la réponse doit être militaire. Je suis pas Pour vous, il ne faut pas être aussi tranché, c'est ça? Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'un régime monsieur civil Camara. à la place d'un régime, je ne suis pas en train de dire qu'un régime civil aujourd'hui à la place serait mieux, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il faut qu'on prenne en compte dans la recherche de la sécurité, qu'on ne néglige pas aussi l'aspect politique. Voilà, et que ça c'est quand même important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Ces partis politiques sur qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Ils sont dissous. Ouais, déjà ils sont dissous. Mais voilà, pour moi, la base, la priorité, c'est la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, les anciens partis politiques qui étaient là, est-ce qu'ils répondaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette transition? Est-ce qu'ils ont accompagné le général? La plupart ont accompagné, puisque c'est... Voilà, la plupart ont accompagné la transition. Et pour finir, moi je pense qu'il faut penser d'abord aux Maliens qui souhaitent vivre dans des bonnes conditions. Dans la paix. Dans la paix, dans un État sécurisé, stabilisé. Un État de droit. Un État de droit, bonne question. Bien sûr. Et redéfinir qu'est-ce qu'un État de droit. Et redéfinir qu'est-ce que la démocratie. Qu'est-ce que les Maliens attendent, qu'est-ce que les Maliens veulent, parce que ce sont les premiers concernés et on doit les écouter et en tout cas que la paix règne. Merci beaucoup, on a terminé pour ce premier sujet, on va devoir avancer mesdames et messieurs. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et là c'est cap vers la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Thiam exclu mais réélu, stratégie d'opposition ou impasse politique. On regarde une vidéo et puis on revient. Un congrès sans lui-même pour lui. À Abidjan, en région et dans la diaspora, 45 bureaux de vote. Tidiane Thiam, élu en décembre 2023, a été contraint à la démission en cause de sa double nationalité. Les statuts du PDCI exigent qu'il soit uniquement ivoirien. Or, il était encore français au moment de son élection. Un geste stratégique pour calmer les tensions internes et dévancer une possible condamnation. Candidat unique à sa propre sous-section, il devrait logiquement être réélu. Allez, de retour sur le plateau, on donne la parole à Dr Camara. Alors que se passe-t-il en Côte d'Ivoire, notamment au PDCI? Oui, Aïssa, donc 2 jours après sa démission de la présidence du PDCI RDA, donc démission qui a surpris tout le monde, donc Tidiane Thiam a été réélu à nouveau président du PDCI RDA le 14 mai, donc par une très large majorité des militants qui ont été consultés. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi une telle action de rélégitimation, d'une part, et d'autre part, quels peuvent être donc les effets d'une telle réélection. Voilà, donc en ces 2 points. Donc, le premier point, évidemment, le premier questionnement qui nous vient à l'esprit, c'est, bon, Tidiane Thiam, il a été réélu en 2023, on le sait, avec une large majorité. On ne refait pas l'historique. Alors, pourquoi une telle décision? Tout simplement pour couper l'herbe sous le pied d'une procédure judiciaire qui a été enclenchée par une militante dissidente du PDCI RDA, donc Madame Valérie Yapo. Et donc en démissionnant donc de son poste de président, puisqu'il avait été contesté sur le fait qu'au moment où il avait été élu président, en 2022, il n'était donc pas ivoirien. Et comme maintenant la question de son ivoirité ne se pose plus à nouveau, compte tenu de la décision qui avait été rendue, enfin, compte tenu du fait qu'il s'était libéré de sa nationalité française depuis en mars 2025. Donc aujourd'hui, il est réélu, bien réélu, il ne peut plus avoir de contestation interne au sein du PDCI. Alors surtout, mais je pense que cette réélection, cette démission et cette confirmation de Tidiane Thiam, ça montre aussi que maintenant, il a repris un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Il est redevenu beaucoup plus combatif. Et beaucoup de gens lui avaient reproché, par exemple, par rapport à la décision de le radier de la liste électorale du 22 avril. Tout le monde l'avait trouvé un petit peu mou, pas très combatif. Et là, il montre à nouveau sa combativité, son envie d'en découdre et surtout, comme il a déclaré lors du discours qu'il a fait lorsqu'il a démissionné, il est prêt à aller jusqu'au bout, notamment en tant que candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, ce qu'on peut attendre comme conséquence ou comme effet de cette réélection de Tidiane Thiam, c'est mais je pense que ça permet de mobiliser les militants du PDCI
Et au-delà d'élargir la base du PDCI, d'ailleurs, il affirme, depuis qu'il est là, le nombre d'adhérents au PDCI a été doublé. Ensuite, ça permet de renforcer sa position lui-même en tant qu'un des ténors de l'opposition. Et d'ailleurs, on a vu ces derniers jours que Gbagbo s'est un petit peu rapproché de lui. Et Gbagbo est prêt à aller dans une forme d'union pour qu'il y ait une vraie alternance en Côte d'Ivoire. Troisièmement, ça montre justement, je l'ai déjà dit, sa combativité et donc son non-renoncement à sa candidature. Et enfin, cette réélection écarte, dans tous les cas de facto, toute autre candidature alternative à celle de Thiam au sein du PDCI et confirme bien la stratégie qui avait été annoncée au lendemain de la décision du 22 avril. Il n'y a ni plan B, ni plan C. Leur plan, c'est Tidjane Thiam, toujours Tidjane Thiam, rien que Tidjane Thiam. Et ça a été prouvé, effectivement, il a été clairement plébiscité avec un score atteignant presque 100%. Hein. Et donc, effectivement, il est légitime à sa place. En même temps, c'était le seul candidat, mais néanmoins 99,77%. Alors, c'est vrai que Tidjane Thiam incarne cette nouvelle génération et, comme vous l'avez dit, à un moment, on a senti un fléchissement et finalement, il revient avec ses stratégies et qui a été plutôt applaudi aujourd'hui. La question de remettre en cause, en question, donc sa position à la tête du PDCI ne se pose plus. Donc il coupe l'herbe sous le pied de Madame Yapo. Mais est-ce que tout cela va suffire pour permettre à Tidjane Thiam d'aller, ne serait-ce que même pas de devenir président, mais ne serait-ce que d'être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Vous en pensez quoi? Alors moi je pense que déjà c'est un geste assez grand, ce qu'il a fait de pouvoir avoir la grandeur de démissionner et d'être réélu. On a remis en cause sa légalité, sa légitimité. Il a pu prouver qu'il était légitime et légal, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il n'y a que le processus électoral et ce qui va changer. Est-ce que la mobilisation de la société civile va faire qu'on va reprendre le code électoral et qui va plus être radié? On attend, est-ce que la population attend d'autres choses? Est-ce qu'on n'est toujours pas sûr de la prochaine candidature du président Ouattara actuellement? Donc beaucoup d'inconnus. Je pense qu'il n'y a malheureusement que le temps qui va nous demander qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ça va nous surprendre. Je pense que la suite va nous surprendre parce qu'on a l'impression que toutes les portes sont fermées. Et en même temps, avec sa réélection, il y a des petites portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc honnêtement, je reste un peu dubitatif et je ne demande qu'à voir que va-t-il se passer. Est-ce que les instances vont prendre la demande du peuple et vont revoir le code électoral et vont le réinclure en même temps que le candidat Gbagbo, ou est-ce qu'on va rester là-dedans et on va rentrer malheureusement dans une crise que la Côte d'Ivoire a déjà connue et n'a pas besoin. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un assainissement, un peu comme le Mali peut-être, de revoir un peu tout ce qui s'est passé et de voir est-ce que le candidat Thiam est légal et doit revenir et ne doit plus être radié. Exactement, encore une fois la décision du tribunal est juridiquement définitive et pour le coup on en est encore là aujourd'hui. Alors les possibilités pour monsieur Thiam sont encore toutes petites, hein. On n'a toujours pas de visibilité sur du long terme. Juin arrive très vite, il reste quelques semaines. Que va-t-il se passer? Est-ce que finalement le peuple va permettre donc à Tidjane Thiam de faire fléchir l'État et surtout donc les juridictions donc ivoiriennes? Et c'est vraiment une question qu'on réitère et qu'on continue de poser et que surtout les membres du PDCI se posent encore aujourd'hui. Et malheureusement sur le plateau, que rajouter de plus, par exemple, Baba? C'est difficile. Déjà, oui, mais déjà il fallait faire ça et je vois que le geste de Tidjane Thiam, il est entré dans la première ligne, ce qu'on appelle real politique, en fait, réel politique. En gros, c'était une stratégie politique. On savait que la décision de la justice allait venir 2 jours avant. Et lui, c'est 2 jours avant qu'il a anticipé et qu'il a surtout coupé sous le pied de la justice. Donc pour moi, ça c'est une stratégie politique qui remet Thiam au devant de la scène. Et il fallait cette unité parce que ça fissurait de partout, l'unité interne et puis du côté. Et là, il est revenu. C'est de la pure politique. Et il faut ça, plus Gbagbo, plus ce qu'on appelle des blé goudé, cette pression avant le 20 juin. Et à partir de là, si l'État voit qu'il y a cette grosse pression, parce que pour moi, c'est que pure politique. Hein. Si la pression est suffisante, il y aura des changements. La pression sera suffisante. Rappelons également que Tidjane Thiam était en top tweet quand même, au niveau international, donc sur Twitter. Ça montre vraiment que même au niveau international, au niveau africain, mais est-ce que ça va suffire? C'est-à-dire que c'est très bien. C'est ça qu'il faut. On a vu des renversements, des changements de situation grâce au peuple.
pour moi, l'État est là grâce au peuple. Donc, et c'est la seule solution, quoi qu'il en soit, clairement, pour Tidiane Thiam aujourd'hui et éventuellement pour les autres. parce que les portes juridiques sont fermées dans tous les cas. Oui. Exactement. Oui, mais après, c'est une porte juridique qui était politique. Et c'est le combat politique qui permet de réouvrir cette porte juridique. Donc, il fallait passer par Tout dépend du peuple, on va dire. Oui, mais je pense que ces avocats, ils avaient entamé une autre procédure pour remettre en cause la décision qu'il avait justement radiée de la liste électorale, parce que cette décision n'était pas régulière. Donc, attendons, si en Côte d'Ivoire, on se retrouve avec des juges donc, qui peuvent permettre d'avoir ce sursaut, peut-être qu'ils vont dire le droit rien que le droit, et peut-être qu'il sera rétabli dans ses droits. Mais je suis d'accord avec vous, Aïssa, que c'est une probabilité qui n'est pas très certaine, comme toutes les probabilités d'ailleurs. Mais je suis d'accord avec Baba et avec notre invité qu'il faut que la pression politique continue à s'exercer sur le pouvoir ivoirien pour qu'ils acceptent de réviser les listes électorales pour inclure ces ténors de l'opposition. Voilà. Encore une fois, on insiste dessus, le 20 juin, c'est demain. C'est-à-dire qu'il reste très peu de temps pour faire en sorte que les voix s'élèvent et fassent en sorte que les choses bougent. Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de coalition, par exemple le Cap Côte d'Ivoire, etc., est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ces partis ou ces candidats mis de côté se rassemblent assez... correctement, en tout cas au mieux pour pouvoir faire un contrepoids face aux autorités, face aux juridictions. Alors, moi je suis un petit peu optimiste parce que justement j'ai écouté le discours de Gbagbo, donc ensuite, après la réélection, la démission et la réélection de Tidiane Thiam. Donc moi ça m'a donné beaucoup de... Alors je n'ai pas d'espoir, mais en tout cas ça m'a rendu un peu plus optimiste sur la possibilité que cette coalition Cap Côte d'Ivoire puisse devenir une réalité et que au moins que certains d'entre eux puissent mettre leurs égos de côté et que finalement ils fassent en sorte que quoi qu'il se passe, qu'il y ait une vraie alternance politique en Côte d'Ivoire. Et ça serait quoi l'alternance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça serait donc les personnes qui sont présidentiables, c'est-à-dire ni Gbagbo, ni Tidiane Thiam, ni Blé Goudé. Alors, est-ce qu'on part pas sur un scénario comme le Sénégal? S'il n'y a pas un nouveau candidat qui va arriver et qu'on aura comme vous le disiez plus tôt, Simone Gbagbo, elle est là, c'est une des leaders elle a pris le leadership. Mais c'est pas l'objectif en tout cas pour monsieur Thiam, pour Gbagbo, etc. Donc on est encore loin finalement du scénario que eux souhaitent. Mais ceux qui réclament, notamment cette opposition, c'est le dialogue. Ils n'arrêtent pas de dire dialogue. Et je pense que le dialogue est possible d'ici le 20 juin. C'est assez long pour dire qu'il peut y avoir un dialogue, mais il faut cette pression. Et une fois qu'il y a le dialogue, si les autorités voient, en tout cas les gens du RHDP revoient ça, le fait d'inclure tout le monde dans le jeu politique, ça peut être même un avantage pour le RHDP. Pour le RHDP, pour Alassane Ouattara qui serait potentiellement un candidat qui finalement, comme le disent beaucoup, n'a rien à craindre vu qu'il a un bilan apparemment exceptionnel. Oui. Donc oui, effectivement, moi je pense que si c'est le cas, il sortira grandi de cette situation. Oui. Mais après, encore une fois, rien n'est fait. Il y a encore beaucoup de points à éclaircir. Donc c'est une question ce sont des questions qui sont toujours ici lancées. Alors, il y a quand même des remarques concernant M. Thiam. Oui. Beaucoup ont un peu pointé du doigt le fait qu'il soit resté énormément de temps en France en disant oui, mais Tidiane Thiam, au lieu d'être à côté de son peuple, au lieu d'essayer de travailler de l'intérieur, il est à l'extérieur. Il essaye d'expliquer pourquoi il est à l'extérieur, pour sa sécurité, parce qu'il insiste dessus. Il a beaucoup de menaces, etc. Donc, comment mobiliser de l'extérieur, comment mobiliser de l'intérieur? En fait, il y a plein de questions qui se posent. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un faux procès qu'on fait à beaucoup d'Africains de la diaspora qui ne sont pas moins citoyens que les autres, ne sont pas moins patriotes, ne sont pas moins engagés. Et comme Tidiane Thiam l'a rappelé lui-même, toute sa famille a donné à la Côte d'Ivoire beaucoup de gens, beaucoup de compétences, beaucoup de responsables, depuis son père jusqu'à ses frères, etc. Donc on ne peut pas reprocher, et lui-même il a été déjà ministre, il a eu des responsabilités en Côte d'Ivoire. Après, sa trajectoire professionnelle a fait qu'il se retrouvait pendant une certaine durée à l'étranger, et le fait qu'il ait aujourd'hui renoncé à sa nationalité française, pour bien aussi que Tidiane Thiam ne pense pas qu'à sa propre condition. Et donc, on sait que aller faire de la politique en Afrique, c'est beaucoup de prise de risque. S'il était comme certains, mais il aurait dit, mais moi, je ne vais pas prendre tous ces risques-là. Mais ça montre aussi que c'est un homme courageux, mais que c'est un homme aussi qui prône le dialogue, d'ailleurs, comme il a dit.
Et il ne faut pas qu'on lui fasse ce procès-là. Et puis Voilà. dans le cas de Thiam, à la limite, s'il était venu pour prendre les rênes de Génération Capable, j'aurais pu citer d'autres. Là, peut-être, ça aurait pu jouer. Mais là, c'est le PDCI, le parti le plus historique qui a des bases un peu partout. Donc, adoubé, et il a été élu à 99,97%. Donc, non, 97, bref. 97%. Donc, c'est pour dire que c'est le PDCI qui est derrière. Et à partir du moment où il y a le PDCI, pour moi, On balaye tout ça. balaye tout ça. Ouais. Pour moi, c'est un patriote, clairement. Quand on voit un binational qui a l'audace de renoncer à sa nationalité française, et puis on retourne sur le même sujet, est-ce que la diaspora est aussi membre à part entière du pays dans lequel elle est ressortissante? Je pense qu'il représente un peu tout ça, et comme l'a dit le cher professeur, c'est un faux procès. Est-ce que tous les membres aujourd'hui de la diaspora Vous pensez qu'on lui reproche le fait qu'il soit de la Je diaspora? pense qu'on lui reproche clairement d'être allé vivre ailleurs, d'avoir travaillé ailleurs. Peu importe ses raisons, il a le droit. Il n'est pas moins ivoirien que Donc d'autres. de héros national à finalement à paria, c'est ça? C'est-à-dire qu'on On peut être un voudrait- héros national politique. On a, parce que, oui, oui. on a l'impression que, et c'est un peu ce que ressent un peu la diaspora, on a l'impression qu'on est un peu des parias alors qu'on a deux nationalités. Et puis alors qu'aujourd'hui, la qui lui a reproché il s'est ça, c'est engagé. une personne de la diaspora, Oui, en plus. Jean-Paul Bion. Et, Aïcha, justement, moi j'ai un de mes amis donc, qui est un peu plus âgé que moi et qui m'a justement raconté cette anecdote que Tidjane Thiam, quand il avait été reçu à Polytechnique, que c'était à l'époque le ministre de l'éducation de la Côte d'Ivoire était sorti à la télévision ivoirienne pour montrer Tidjane Thiam comme une fierté nationale, comme vraiment un exemple à suivre. Et aujourd'hui, qu'on reproche à cette personne de ne pas être ivoirien, de ne pas être... Vous voyez, c'est quand même étonnant. Voilà. Exactement. Faux procès, Voilà. fausse discussion. Concentrons sur le fait qu'il doit être candidat, il doit pouvoir proposer quelque chose En pour tout cas, que une tout le nouvelle monde- alternance. voilà, Voilà. que tous les candidats qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'il n'y ait pas des Des freins. Mesdames et messieurs, on continue cette émission avec le troisième débat. Alors, destination l'Union africaine. Oui, réparation et souveraineté et sécurité. L'Union africaine peut-elle réellement défendre les intérêts du continent en 2025? Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. C'est important que cela arrive aujourd'hui. C'est l'anniversaire du premier congrès panafricain. C'est important parce que ça a mené à la libération de l'Afrique. Londres, avril 2025, 125 ans après le tout premier congrès panafricain de 1900, la capitale britannique a accueilli à nouveau les voix du continent et de sa diaspora. Cette fois, c'est le Togo, en partenariat avec l'Union africaine, qui a convoqué l'histoire. Un regard sur le passé pour mieux parler du futur. Un futur africain, un futur afrodescendant, un futur de justice, de devoir et de mémoire. Organisé le 8 et 9 avril 2025 sous le thème Pan-Africanism and Dialogue on Reparation, cette conférence a été bien plus qu'un événement symbolique. Elle est le prélude à une rencontre continentale majeure, le 9e congrès panafricain prévu en décembre prochain à Lomé, au Togo. Un rendez-vous politique et intellectuel qui ambitionne de repositionner l'Afrique au centre de ses propres récits. Allez, de retour sur le plateau, docteur Camara, on vous donne la parole. Oui, Aïssa, donc l'Union africaine en 2025, est-ce que ça serait une organisation qui repart de bon pied, qui va enfin se réconcilier avec l'opinion publique africaine, parce que cette Union africaine fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment face à son impuissance à gérer un certain nombre de conflits, de crises politiques. Alors moi je pense qu'il faut quand même un petit peu rendre, alors je dirais pas hommage à l'Union africaine, mais lui reconnaître quand même un certain nombre de progrès dans un premier temps, et ensuite de montrer que, en tout cas, 2025, pour moi, marque un nouveau tournant qui peut justement nous faire espérer des bonnes perspectives, en tout cas pour l'Union africaine, au service des peuples africains. Voilà, donc si on fait un bilan rapide de l'Union africaine jusqu'ici, et donc on peut quand même admettre, reconnaître que son projet phare, l'agenda 2063, est bien amorcé, que les résultats qui sont obtenus, même s'ils sont un peu mitigés, sont quand même assez tangibles, assez palpables, et que aussi un autre projet phare de l'Union africaine, c'est la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, donc qui est quand même bien partie, qui représente un marché et une population de plus d'1 milliard 300 millions d'habitants et un PIB d'environ 3400 milliards de dollars. Donc le fait d'avoir pris déjà conscience que l'Afrique en tant que bloc
peut compter dans l'avenir du monde, ça c'est quand même une chose importante avec ce projet d'intégration continentale. Alors, le troisième élément qu'on peut citer comme acquis, comme progrès, c'est l'intégration dans le G20. Voilà, en 2023, qui permet au continent d'être plus visible et de pouvoir porter un peu plus loin sa voix, notamment pour les questions de gouvernance au niveau mondial. Alors, par contre, évidemment, on reconnaît aussi les limites de cette organisation. C'est son impuissance, comme on l'a dit, face à la multiplication des conflits en Afrique, que ce soit la Libye, RD, Congo, Rwanda, comme on l'a dit, les crises politiques et institutionnelles dans les pays de l'Afrique de l'Ouest essentiellement. Donc le cas du Gabon, ça s'est arrangé finalement. Et d'ailleurs, l'Union africaine a levé les sanctions contre le Gabon de passage. Et donc l'Union africaine, donc, comme le reconnaissait donc, le président sortant de la commission de l'UA, donc le Tchadien Moussa Faki Mohamed, il disait, voilà, lui-même il reconnaissait que jusqu'alors, l'Union africaine, en fait, prenait des décisions qui étaient sans effet, qui ne produisaient pas d'effet. On a tout récemment vu au mois de février aussi comment ça s'est passé, notamment avec le Rwanda. Alors, par contre, 2025 marque un nouveau tournant. Pourquoi? Parce que, il y a eu un renouvellement de la commission de l'UA avec l'élection d'un nouveau président de cette commission. Sûr, et pour finir, voilà, le Djiboutien Ali Mohamed Youssouf. Donc, cela peut impulser une nouvelle dynamique qui permettrait à l'Union africaine de repartir de bon pied. Et surtout, justement, dans la foulée de ce renouvellement, du renouvellement de la commission et de sa présidence, l'UA a proclamé l'année 2025 comme l'année des réparations de toutes les injustices qui ont été subies par les peuples africains et leurs descendants dans le monde. Et enfin, j'ai vu tout récemment que l'Union africaine vient d'organiser une grande conférence inclusive et qui justement veut prendre à bras le corps la question de la dette de l'Afrique, puisque cette question de la dette est une question importante, puisqu'on sait que la dette constitue un des freins pour le développement. Donc on l'a dit, 2025, voilà. Donc justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. C'est vrai que c'est un engagement fort qui a été pris par l'Union africaine. Alors, avant de vous donner la parole, pour le coup, qui vous représentez un petit peu cette institution, on va donner la parole à Baba. Est-ce que vous pensez quoi concernant donc l'Union africaine qui souhaite un renouveau, qui souhaite revenir au devant de la scène, qui souhaite tenir ses engagements, qui souhaite faire de l'Afrique voilà, une puissance inclusive, engagée. Baba, c'est tout ce qu'on demande pour l'Union africaine. Malheureusement, tout ce qu'on leur souhaite. Après, quand on dit année 2025, l'année du renouveau, et qu'on est déjà au mois de mai, et qu'on a vu, il le disait par rapport à la RDC, l'absence de l'Union africaine, même par rapport, ne serait-ce que à ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, au lieu de venir peut-être en aide à la CEDEAO, c'était vraiment en mission absence. Et c'est surtout les mots, quand j'écoutais le professeur, les mots forts qu'il utilise. C'est-à-dire que dans la partie négative, en tout cas, limite, impuissance, sans effet, pas de réponse. Je suis désolé, moi j'attends d'une structure, en tout cas si j'adhère à une structure, c'est à des moments de crise qu'il y ait des solutions. Mais quand tout va bien et qu'on doit aller... Donc pour moi, 2025... Est-ce que vous n'y croyez pas, Baba? Vous ne pensez pas que ce sera l'année du renouveau? Non, je ne pensez pas? Non, du tout. Franchement, du tout. 2025, il faut. Mais est-ce que vous pensez que ce type d'intégration, que ce soit économique, politique, à l'échelle internationale, à l'échelle africaine, est importante pour le continent? Elle est importante, mais il faut, comme on dit... Heureusement que la CEDEAO est là pour masquer les faiblesses de l'Union africaine, mais il faut vraiment faire une refonte et ça va aller au-delà il faut vraiment que la volonté des chefs d'État qui remettent tout en cause et qu'il y ait vraiment une intégration, ce qu'on appelle une intégration véritablement africaine et qu'on oublie tous les soupçons. Le fait de se glorifier, d'appartenir au G20, ok, mais ça ne change rien. Moi, je pense à une intégration vraie, mais une
intégration africaine d'abord, avant de penser à l'international. Avec plusieurs objectifs, notamment une place au Conseil de sécurité, etc. Il y a pas mal d'objectifs qui sont forts tenus par l'Union africaine. Alors, Rahim Atoumane, je réitère, vous êtes candidat au poste d'envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine. Pourquoi aujourd'hui, que lorsque vous entendez les propos de Baba, ou lorsque vous entendez les propos de nombreux Africains qui n'y croient pas, qui n'y croient plus, qui n'ont jamais cru donc au pouvoir, aux forces de l'Union africaine, comment aujourd'hui, vous, jeunes que vous êtes, souhaitez avoir ce poste d'envoyé spécial et qu'est-ce que vous pouvez apporter et comment faites-vous pour continuer à croire en cette institution? Alors la première chose, c'est déjà de bien connaître l'institution. Comme l'a dit mon cher Baba, aujourd'hui c'est la CEDEAO qui a fait un travail dans sa région, mais il faut savoir que la CEDEAO fait partie des CER. Les CER sont les communautés économiques régionales. Donc la CEDEAO appartient soit en partenariat ou de façon directe à l'Union africaine. Donc lorsque la CEDEAO agit, l'Union africaine agit, puisqu'elle fait partie de la communauté qui l'a créée. C'est un peu facile. De façon architecturale, c'est ce qu'il est. Donc tout pays africain, quoi qu'il en soit. Donc voilà, la place de la CEDEAO égale à la faiblesse de l'Union africaine. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut connaître l'Union africaine. Bien sûr. Quand on dit, je reviens sur, quand on dit que la CEDEAO agit et l'Union africaine n'agit pas, c'est se tromper. Pourquoi? Parce que la CEDEAO fait partie des CER de l'Union africaine. C'est comme si l'Union africaine mandate la CEDEAO, entre guillemets. La CEDEAO fait partie des outils de l'Union africaine. Donc si la CEDEAO agit, c'est que l'Union africaine agit. Comme le Conseil de sécurité appartient aux Nations Unies. Aujourd'hui, il faut comprendre en fait l'Union africaine, quels sont ses outils. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'impuissance. Moi, je pense qu'on devrait parler de manque d'outils. Aujourd'hui, l'Union africaine manque d'outils. Et elle manque tellement d'outils qu'aujourd'hui, ce sont des partis exogènes qui financent cette Union africaine. Donc, il faut pouvoir reprendre les rênes de l'Union africaine avant de pouvoir juger, entre guillemets, son efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de nous, de diaspora francophone au sein de l'Union africaine, pour un, la comprendre, et de deux, la faire fonctionner. On n'a aucun commissaire aujourd'hui qui est de la diaspora francophone africaine. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que le président de la commission, il était francophone, il parle aussi également très bien anglophone, mais déjà on a cette dévulgarisation de ses projets. Il a plusieurs projets, il a plusieurs ambitions, donc on parle de la paix aujourd'hui. C'est un sujet dont il est revenu sur sa conférence. L'objectif est d'apporter la paix en Afrique. Comment et pourquoi? Et l'objectif, c'est quels outils avons-nous besoin pour atteindre cette paix-là? Donc impuissance, oui et non, puisqu'aujourd'hui, on a eu quand même des résultats, des petits résultats, je peux l'entendre. On a quand même des petits résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir du dialogue. Bon, est-ce qu'on attend de l'Union africaine qu'elle agit militairement, etc. Oui, elle pourrait, mais avec quel outil? C'est la question que les Africains posent à l'Union aujourd'hui, africaine. apportons les outils, parce qu'on parle beaucoup Mais qui va les apporter, ces outils-là? Pour moi, ceux qui vont apporter les outils à l'Union africaine, ce sont les Africains et la diaspora. Oui, voilà. Mais pour ça, il faut s'impliquer. Pour moi, il faudrait arrêter de penser que l'Union africaine est l'égale des Nations Unies ou est l'égale de l'Union européenne. L'Union africaine est notre outil à nous. Donc il faut pouvoir s'en saisir, apporter les outils dont elle a besoin, et lorsqu'elle échoue, comprendre que c'est nous qui échouons. Ne pas se séparer, comme j'ai pu entendre Baba dire, moi l'Union africaine est là-bas, moi je suis ici. Non, l'Union africaine, ce sont tous les pays tous les pays africains sont dedans. Donc au moment où le Sénégal est dans l'Union africaine, Baba est dans l'Union africaine. J'ai envie de dire, donc de pouvoir défendre ses intérêts et apporter sa pierre à l'édifice. Donc on a plusieurs débats. On a par exemple l'échange au niveau de Trump, au niveau de la présidence américaine, qui est focus américain, mais qui touche beaucoup la population africaine. Le retrait de l'aide USAID touche beaucoup de pays africains. Le retrait de l'Amérique au sein de l'OMS et des projets OMS au sein des pays africains, ça touche la population. Donc aujourd'hui, on a des outils, la ZECLAF. Mais comment on la met en place, la ZECLAF? Puisque nous, c'est ce Africains, que tout à fait. Donc moi, la question, c'est de dévulgariser pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'est la ZECLAF. Comment on fait fonctionner la ZECLAF? Donc moi, quand je me porte candidat à ce poste-là, donc qui est envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine, c'est pouvoir dévulgariser, c'est-à-dire de pouvoir expliquer en fond et en large qu'est-ce que l'Union africaine. Et quand on aura compris qu'est-ce que l'Union africaine, pouvoir s'engager. On a besoin d'engagement de la diaspora, que ce soit financier, que ce soit au niveau des transmissions, enfin de transferts techniques, etc. On a besoin de l'appui de cette diaspora-là au sein de l'Union africaine pour qu'on puisse être réellement un outil qui puissions agir. Et les problèmes aujourd'hui que nous avons, nous, diaspora ou africains, ne sont pas forcément relayés à l'Union africaine. Peut-être qu'ils sont détachés de la réalité. Mais comment ils font pour être attachés de la réalité? Il faut qu'on ait un dialogue. Pour avoir un dialogue, il faut qu'on puisse se comprendre. Et vous y croyez vraiment? C'est-à-dire qu'on est en 2025, on y croit quand même à moi, je suis un terme qui revient un peu souvent, c'est afro-optimiste. Ça veut dire que je veux le meilleur pour mon continent. Et je suis prêt à me battre
et j'irai jusqu'au bout. Donc je ne veux pas laisser l'Union africaine de côté et dire en tous les cas tout est entre guillemets foutu, on laisse tomber, on passe à un truc. Non, il y a des problématiques, il faut pouvoir les régler, déjà les sélectionner, c'est-à-dire les faire un table rase, un audit, etc., voir quelles sont les problématiques et répondre problématique par problématique pour qu'in fine, si ça ne profite pas à nous, ça profitera à nos enfants, qu'ils aient un outil puissant qui puisse nous défendre et qui puisse résoudre ces conflits. Là aujourd'hui on parle donc d'impuissance. 2025 vous y croyez 2025, il faut bien comprendre le thème. Pour moi le thème de cette année c'est réparation. C'est-à-dire qu'on va, il y a des dialogues, d'ailleurs il y a un dialogue la semaine prochaine, donc c'est des consultations de la société civile pour savoir réparation, mais réparation de quoi? Reconnaissance, réparation au niveau monétaire, réparation au niveau de quelle réparation nous parlons. Donc il faut un dialogue. Toutes les diasporas n'ont pas vécu la même chose. Donc, et tous les peuples africains n'ont pas vécu les mêmes choses. Donc l'objectif c'est de s'asseoir, de savoir de quelle réparation nous parlons et de voir les actions. Oui. Et ensuite d'avoir le droit à la parole que nous avons par exemple maintenant au G20, d'aller chercher toujours un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'aller proposer et même j'ai envie de dire de l'imposer ces réparations-là. En tout cas, le message est passé. Avancer. Exactement, le message est passé, c'est très clair, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Rahim Atoumane. On espère vous avoir prochainement encore dans nos émissions pour parler d'Afrique et ça vous concerne, ça nous concerne tous. Merci Baba, merci Docteur Camara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états.